Chers amis, bonjour. Nous voici partis pour Toulouse, la ville rose. Ville rose, oui, pourquoi pas. C'est une ville de briques. Et effectivement, dans ce lit de la Garonne, on trouve de l'argile. Finalement, c'est le même phénomène, par exemple, dans la plaine du Pô. Et ce terme de ville rose, eh bien, c'est l'Office de tourisme au début du XXe siècle qui a trouvé cette belle expression. Pour la ville rouge, ça aurait pu faire un peu, comment dirais-je, révolutionnaire. On dit bien Bologne-la-Rouge, notez bien, mais justement. Donc, la ville rose. Mais on aurait pu l'appeler la ville pastel aussi, à cause de la couleur bleue du pastel qui a fait la fortune de la ville au XVe, XVIe siècle. Et puis, si on voulait faire un mauvais jeu de mots, on pourrait dire aussi que c'est une ville qui en a vu toutes les couleurs lors de la croisade des Albigeois, clairement. Mais bon, peu importe les goûts et les couleurs. Et eh bien, nous allons essayer de voir quelques étapes fondamentales, parler un petit peu aussi des dernières découvertes et visiter des monuments importants et très connus. Alors, remontons d'abord au site de Toulouse. Eh bien, le site de cœur de la ville, aujourd'hui, n'a été occupé qu'à l'époque romaine, autour de 30. Mais auparavant, dès la fin du Paléolithique et au Néolithique, eh bien, on avait donc un ensemble de sites qui se trouvaient le long de la Garonne. La Garonne qui fait une boucle d'ailleurs à Toulouse. Et à l'époque de l'âge du bronze, on fait de très belles découvertes comme cette magnifique épée en bronze, par exemple, qui est au musée Saint-Raymond et qui témoigne d'un haut niveau technique. Et alors, il faut s'arrêter sur l'arrivée des peuples celtes. Vous savez que les peuples celtes, c'est des grandes migrations à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce sont les Volsques qui se sont établis, les Tectosages à Toulouse. Il y en a d'autres Volsques. Il y a les Arécomiques. Les Arécomiques, c'est ceux de Nîmes. Donc, il y a des branches, en effet. Ils se scindent. Vous savez, vous avez des Vénètes à Vannes et à Venise, par exemple. Et donc, entre le 3e et le 1er siècle, on trouve là ce peuple qui est un peuple, on va dire, puissant, riche surtout, qui exploite l'or. On a parlé de pillage, mais plus sûrement d'exploitation locale, et qui s'installe donc autour de ce qui sera Toulouse, mais surtout en privilégiant les hauteurs, l'oppidum, la place forte de ces Celtes. Et un site en particulier, donc Vieille Toulouse, semble avoir été l'oppidum principal. Et vous avez là au musée Saint-Raymond le témoignage de cette période avec des torques en or. Vous savez, le torque, c'était donc un collier aussi, d'ailleurs d'autres ornements, bracelets, etc. Au départ féminin, mais devenu masculin pour l'aristocratie, avec un travail tout à fait extraordinaire. Alors donc, cette agglomération gauloise, eh bien, vous voyez là qu'elle s'implante le long de la Garonne. C'est un peu petit, je sais, mais on voit quand même bien là le plan à droite. Hein. Et sur le plan, vous voyez qu'il y a plusieurs sites. On a trouvé des centres d'artisanat, on a fouillé aussi vers l'oppidum de Vieille Toulouse, donc sur différents coteaux, et même vers l'hôpital de Purpan, là où se trouvera ensuite l'amphithéâtre romain. Alors, la grande étape, on va dire, c'est évidemment la conquête romaine. Et la conquête romaine, eh bien, Toulouse fait partie de la conquête de la Gaule transalpine, au-delà des Alpes, ce qu'on appelle aussi la province, ce qu'elle est Provence, et qu'on appellera Narbonnaise, après la fondation de Narbo-Marsus en moins 118. Rome avait conquis en effet tout ce sud de la Gaule entre moins 125 et moins 121, et là, ensuite, elle a pu relier le nord de l'Italie avec les comptoirs espagnols et avait fondé cette voie, la voie Domitia. Et de surcroît, c'était la fondation aussi d'Aix-en-Provence, et de surcroît, donc, on avait une autre voie vers l'océan, et Toulouse est le territoire des Volsques, eh bien, dans un premier temps, est allié du peuple romain, puis directement rattaché parce qu'il s'était révolté lors, on va dire, de la grande invasion des Cimbres et des Teutons en moins 109. Donc, vous voyez, finalement,
cette province s'étend un peu vers le nord dans les Alpes et s'étend vers l'ouest jusqu'à Toulouse. Et Toulouse est donc une fondation augustienne. Vous savez que beaucoup de villes ont été fondées, refondées, déplacées sous Auguste. Et donc, dans les années 30, on voit cette implantation. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la ville romaine? Eh bien, voilà ici le plan. Si vous connaissez Toulouse, vous connaissez forcément la place Esquirol. Et la place Esquirol, eh bien, c'est le forum. Vous voyez le petit rectangle qui est au centre, et donc à l'intersection du Cardo Maximus et du Decumanus Maximus. Et d'ailleurs, il reste quelque chose des éléments de cadastration dans les voies, dans les axes, donc c'est d'ailleurs assez classique dans les axes principaux. Et puis on a retrouvé le théâtre près de la Garonne, donc dans un beau cadre. Ce qui est original, c'est que la ville reçoit une enceinte, non pas dans l'Antiquité tardive, mais au 1er siècle déjà. On a une enceinte avec des portes. Et voyez la porterie au nord. Eh bien, c'est dans cette zone qu'on aura le Capitole, mais non pas le Capitole antique. Celui-là, c'est le temple de Jupiter capitolin et c'est au Forum. Mais dans la zone de la porterie, on aura le Capitole médiéval, le siège des Capitouls. Et puis, vous voyez à droite, vous avez la porte orientale, c'est le quartier Saint-Étienne. C'est là que s'implantera la cathédrale Saint-Étienne sur des terrains laissés libres, donc protégés par l'enceinte, mais non pas au centre, mais dans une zone périphérique, comme c'est pratiquement le cas dans l'immense majorité des cas pour l'implantation des cathédrales à partir du IVe siècle. Voilà, et vous aurez aussi, en dehors de la ville, au nord, une nécropole dans laquelle, eh bien, une tombe privilégiée, celle de Saint-Cernin, donnera naissance à un sanctuaire à l'origine de l'abbaye, et puis du bourg, de tout le quartier Saint-Cernin, ce quartier donc qui constitue une véritable agglomération supplémentaire au Moyen-Âge. Donc, vous voyez, on part vraiment du plan romain et on voit ce développement médiéval. Et puis, naturellement, très important, le pont sur la Garonne. Et l'autre rive de la Garonne était occupée aussi, à retrouver des vestiges. Alors voilà la reconstitution du forum romain, c'est-à-dire la place Esquirol. Bon, c'est très hypothétique, hein, mais d'après les quelques éléments qui ont pu être retrouvés. Et puis, au musée Saint-Raymond, eh bien, on a des têtes qui n'ont pas d'ailleurs été toutes trouvées là, mais enfin, bon, l'image du pouvoir, voyez, c'est-à-dire les empereurs, magnifique collection. C'est d'ailleurs un musée extraordinaire par ses collections antiques. Et vous avez la villa de Chiragan, vous avez des collections vraiment exceptionnelles de sculptures en particulier. Alors, avançons un peu maintenant, donc l'Antiquité tardive, on aura le développement, comme je vous ai dit, d'une première cathédrale, le développement aussi d'un sanctuaire autour de la tombe de Saint-Cernin, dans la nécropole du Nord. On connaît un peu la ville de l'Antiquité tardive, mais dès 418, eh bien, il y a une originalité, c'est que un peuple germanique, les Visigoths, s'installe ici. Comment? Bien, en 410, Alaric et ses Visigoths mettent à sac Rome. Ça a marqué d'ailleurs les esprits psychologiquement. Rome mise à sac. Et ensuite, eh bien, il va obtenir d'un empereur Honorius désemparé et peu puissant, va obtenir donc de constituer un royaume fédéré à l'intérieur de l'Empire. Vous savez, ces fameux peuples fédérés. Et c'est Ataulf, son successeur, qui épouse la demi-sœur d'Honorius, la fameuse Galla Placidia. Et ils partent pour la Narbonnaise. Ils se marient d'ailleurs à Narbonne, ils auront un enfant qui meurt en bas âge. Il semblerait qu'ils aient été très attachés à cet enfant. C'est peut-être pour lui que le mausolée dit de Galla Placidia à Ravenne a été fait. Et ensuite, en 418, un successeur, c'est un peu compliqué d'ailleurs. On s'assassinait beaucoup chez les rois visigoths. Donc, Ataulf a été assassiné. Voilà, Théodoric Ier s'installe donc
et fait de Toulouse sa capitale en 418. Et vous voyez, c'est cet ensemble du royaume des Visigoths, parce qu'il comprend l'Espagne aussi, hein. Donc, c'est un ensemble avec l'ancienne Narbonnaise, mais aussi toute l'Aquitaine. C'est là, d'ailleurs, où Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont-Ferrand, qui est donc sous cette domination visigothique, les sièges épiscopaux ne sont plus occupés. C'est terrible, cette période. Et à Toulouse, eh bien, on a fouillé récemment ce qui semble bien être un palais, peut-être le palais royal de 418, pas certain, près de l'enceinte. Et vous voyez là la reconstitution de ce palais. Bon, les fouilles, que la photo n'est pas très parlante, mais la reconstitution l'est plus, assurément. Ça devait être un monument tout à fait important. Et cette période prend fin avec la conquête des Francs. Clovis, c'est Clovis en effet qui, en 507, par la bataille de Vouillers, va donc repousser les Visigoths qui se replient sur l'Espagne et finalement c'est Tolède qui deviendra la capitale du royaume visigothique. Donc à ce moment-là, Toulouse devient franque à partir de 507. Sur cette époque, vous avez donc au 5e siècle, à l'époque visigothique, Notre-Dame de la Dorade, malheureusement détruite. Aujourd'hui, c'est un édifice néoclassique, hein, mais elle était extraordinaire. La Dorade, oui, parce qu'elle est le long de la Garonne. Non, il n'y a pas de Dorade dans la Garonne. Alors pourquoi? De Aorata, elle était dorée. C'est les mosaïques d'or dont vous voyez ici un fragment qui était à l'origine de ce surnom, l'église dorée. Vous voyez, donc là, les mosaïques, les fenêtres, l'abside qui est couverte d'un ciel étoilé, et des colonnes qui sont au musée Saint-Raymond, des colonnettes en marbre, avec d'ailleurs des cannelures torses, tout un ensemble de décors qui montrent la somptuosité de Notre-Dame de la Dorade. Par la suite, il y aura une église médiévale aussi, et les éléments du cloître se trouvent au musée des Augustins. Sous les Francs, eh bien, on a un grand-duché d'Aquitaine qui s'est constitué dans cette région. Et Eudes, le duc d'Aquitaine, en 721, eh bien, résiste. Les Arabes font le siège de Toulouse et finalement, ça a, on va dire, stoppé avant 732 et la bataille de Poitiers. Charles Martel, qui d'ailleurs va venir à la rescousse de l'Aquitaine, mais déjà, c'est une première grande victoire, on va dire, du duc des Aquitains. C'est un chef national, le duc des Aquitains. Il y a vraiment une identité aquitaine à ce moment-là. Mais finalement, en 768, pardon, j'ai fait une petite erreur d'ailleurs dans mon, c'est pas 58, mais 68, Pépin le Bref va vaincre définitivement les Aquitains. Vous savez, il a mené campagne contre le fameux Waifre, et finalement, ça devient un comté carolingien. Comté carolingien qui va durer donc jusqu'au IXe siècle. Au IXe siècle, le royaume carolingien, après l'explosion de l'Empire, les traités de Verdun en 843, eh bien, on a un royaume de Francie occidentale, et là va commencer, dès Charles le Chauve, la désagrégation des pouvoirs. Donc, on passe au comté féodal, c'est-à-dire que le comte carolingien est un fonctionnaire, le comte féodal, héréditaire, s'approprie les terres dans un système d'ailleurs de pyramide féodale. Et vous voyez Frédolon, qui est le premier, considéré comme le premier comte, fils du comte de Rouergue, et son frère Raymond lui succède, c'est la dynastie raymondine. Et donc, on va avoir, c'est pour ça qu'on parle par exemple à la cathédrale de la Nef raymondine, parce qu'elle est construite à l'époque des comtes de Toulouse. C'est d'ailleurs une véritable dynastie. Bon, il y a quand même une alliance, un jeu qui d'ailleurs fait que Raymond IV, ça sera Raymond IV de Saint-Gilles, personnage très important, donc, qui hérite aussi du Rouergue, et on les appellera aussi les Saint-Gilles, ces comtes. Et c'est lui qui est le chef investi par le pape Urbain II de la première croisade. Chef très théorique d'ailleurs, puisque vous savez, 4 expéditions de chevaliers sont allées chacune de leur côté. Mais en tous les cas, donc, vous voyez ici ce denier qu'il a frappé. À droite, il obtient d'ailleurs une frappe des monnaies.
Et finalement, cette période comtale s'achève en 1208, à partir de 1208 plutôt, par la croisade des Albigeois, c'est-à-dire l'intervention des seigneurs du Nord avec Simon de Montfort-l'Amaury, un seigneur d'Île-de-France, et un ensemble de chevaliers qui viennent là avec la bénédiction du pape qui, pour extirper l'hérésie cathare, eh bien, n'avait plus d'autre solution, pensait-il, qu'une opération militaire, d'autant plus que le légat du pape, le cistercien Pierre de Castelnau, venait d'être assassiné, ce qui était évidemment terrible, et le comte de Toulouse a été accusé, sinon de l'avoir provoqué, en tout cas d'avoir laissé faire. Donc, l'intervention. Ensuite, Simon de Montfort sera tué lors du siège de Toulouse, plus tard, après avoir d'ailleurs pris Béziers dans des conditions terribles. Et finalement, vous voyez la prise de Marmande en 1219 par le prince Louis. Qui est le prince Louis? C'est le fils de Philippe Auguste, c'est le futur Louis VIII qui va régner brièvement de 1223 à 26, le mari de Blanche de Castille. C'est un prince qui est vraiment paré de toutes les vertus, hein, un grand chevalier, mais un roi qui a eu un règne assez bref. Et ce prince Louis va récupérer les avantages de l'opération de la croisade et de Simon de Montfort. Hein. Finalement, il y a une mainmise française grâce à l'intervention de la croisade des Albigeois. Vous voyez, dans un deuxième temps, finalement, le prince Louis récupère donc là pour Philippe Auguste et puis ensuite pour son propre compte. Hein, on est dans ces années, on va dire, à partir de 1219, 1218, 19, et ça va aboutir au traité de Meaux-Paris de 1229, donc là, durant la minorité de Louis IX, de Saint-Louis. Et on va décider à ce moment-là que Raymond VII, qui est le comte de Toulouse, eh bien, accepte que sa fille unique, Jeanne, épouse Alphonse de Poitiers. On l'empêchera d'ailleurs de se remarier, d'avoir des enfants. En épousant Alphonse de Poitiers, le frère donc de Saint-Louis, eh bien, du coup, ça va provoquer le rattachement du Toulousain en 1271. Les deux époux meurent, d'ailleurs sans descendance, et on va ensuite, eh bien, le Poitou revient, c'était un apanage à la couronne, et le Toulousain passe à la France. Vous voyez ici un des seuls documents de l'époque, la prise de Marmande en 1219, c'est du début du XIIIe siècle, pratiquement contemporain. Bon, c'est un dessin qui n'est pas très visible, mais il y a très très peu de documents d'époque. Autant il y a des peintures troubadours du XIXe siècle, autant là, c'est assez exceptionnel. Ah, le son n'est pas bon. Peut-être que si je me rapproche, c'est pas sûr, ou je bouge trop. Allez, je reste bien en face. Alors, une découverte exceptionnelle qui a été faite à Toulouse, et je voulais vous en parler parce que ce fameux château Narbonnais, qui avait été détruit au milieu du XVIe siècle, c'était le château des comtes de Toulouse. Mais oui, où était leur château? Mais plus rien n'existe. Et le palais de justice avait été construit, l'ancien palais de justice par-dessus, et à la suite de travaux et d'une démolition d'une aile, on a retrouvé une grande partie du palais, les fondations. Donc, vous voyez ici une vue aérienne, les fouilles. Donc, à partir des années 2005, il y a des campagnes de fouilles qui ont été menées. C'est tout à fait remarquable. C'était un château en briques, d'ailleurs. Hein. Tout à fait exceptionnel. Alors, voyons maintenant un petit peu les monuments de cette période, et en particulier, bien sûr, Saint-Cernin. D'ailleurs, si on demande à un Toulousain quel est le grand monument médiéval, il vous répondra jamais la cathédrale Saint-Étienne. Cette cathédrale est mal aimée à Toulouse. Mais bien entendu, Saint-Cernin. Saint-Cernin est une collégiale. Ce n'est pas une abbaye de moines, mais c'est une collégiale. Ce sont des chanoines. Et il y a eu plusieurs reconstructions sur ce site. Il y avait, semble-t-il, déjà au 5e siècle, un oratoire important sur la tombe de Saint-Cernin. Saint-Cernin, dont les traditions hagiographiques, l'histoire de la vie de saint, nous racontaient qu'il avait été martyrisé en l'attachant à un taureau, en passant en effet devant le Capitole romain, pas celui des Capitoles, il n'existait pas. Et il avait donc refusé en quelque sorte là de participer au sacrifice à Jupiter. Or, on sacrifiait un taureau, donc on l'avait attaché
et sa tête avait éclaté sur les marches du Capitole. Traîné ensuite, eh bien, il aurait été enseveli. Alors peut-être il y a cette rue du Thor qui va entre la place du Capitole et Saint-Cernin. Il aurait été enseveli, donc recueilli, le corps d'abord par les jeunes filles, les Saintes Puelles et Notre-Dame du Thor, qui est une petite église de la rue du Thor, gardait aussi cette tradition. Tout ça est fort incertain. Ce qui est sûr, c'est que donc il y a un culte qui se développe dans la nécropole qui devient Saint-Cernin, donc hors de la ville. C'est là où il a été enterré clairement. Grégoire de Tours nous raconte cette histoire et ça se situerait au milieu du IIIe siècle, c'est-à-dire pendant la persécution de Dèce. Bon, laissons là ces dossiers compliqués. Vous savez, dès qu'on parle de vie de saint, de martyr, c'est-à-dire des premiers temps du christianisme, c'est complexe parce qu'il y a de nombreuses réécritures au cours du temps, bien sûr. Donc, plusieurs états antérieurs et on va construire à la fin du XIe siècle, construire l'immense basilique qui est là. C'est la plus grande basilique romane qui subsiste. Bien sûr, on avait Cluny, mais Cluny n'existe plus. Et puis, évidemment, il y avait de l'Antiquité tardive, la basilique constantinienne de Rome, qui a été remplacée. Donc, Saint-Cernin a vraiment des dimensions gigantesques et montre l'importance de cette basilique qui, au XIe siècle, se trouve aussi sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, on a des pèlerins qui viennent là pour Saint-Cernin et en même temps sur le chemin de Saint-Jacques, comme c'est d'ailleurs le cas à Saint-Martial de Limoges, à Sainte-Foy-de-Conques, dans ces grands sanctuaires à reliques. Et donc, on a une église d'ailleurs du type des églises à reliques, le même type qu'on trouve par exemple justement à Sainte-Foy-de-Conques, Saint-Martial de Limoges, Saint-Martin-de-Tours ou Compostelle. Alors, l'église a dû être commencée dans les années 1060. On l'a daté un peu plus tardivement, le début des travaux, mais l'article récent d'Henri Pradalier a bien montré qu'il fallait avoir une relecture des textes en particulier, que d'ailleurs l'histoire du chanoine, un chanoine Raymond, eh bien, finalement, avec une date de 1118, ne devait pas être retenu, on va dire, comme une étape. Donc, il y a une relecture, on va dire, si vous trouvez des plaquettes et des documents anciens, vous aurez Raymond Guérard, 1118, qui reprend le chantier, etc. Eh bien, lui, Henri Pradalier, il a, on va dire, vieilli le début des travaux et assez, très pertinemment, sans problème. On ne peut que se rallier. Alors, nous sommes là au chevet, donc on a commencé par le chevet, donc probablement dans les années 1060 à peu près. Hein. Et vous voyez cet étagement des masses tellement roman. Et puis alors en haut, vous avez une petite série d'ouvertures. Oh, c'est bizarre cette série d'ouvertures. Eh bien, finalement, c'est été ajouté au XIVe siècle. C'est Mirande, c'est ouvert sous les combles. Bon, peut-être pour aérer les combles. Mirande pour voir, pour surveiller, non, ça paraît peu probable. Enfin, bon, on a beaucoup discuté. La seule chose, c'est que c'est une restitution. Parce que Viollet-le-Duc avait modifié au 19e, avait supprimé tout ça, avait fait une couverture en pierre. Pardon, on a restitué une couverture en brique et restitué la Mirande qui avait disparu. Donc, il y a eu d'ailleurs des coups de débat doctrinaux sur les monuments historiques pour savoir s'il fallait restaurer Viollet-le-Duc ou recréer cet état-là. En tout cas, il est très harmonieux, vous voyez, et donc on voit d'ailleurs que la partie supérieure est un peu restaurée. Et puis il y a cette tour de la fin donc du XIIIe siècle, à peu près à la même époque que la tour des Jacobins. Alors bien sûr, il y avait déjà une tour de transept, mais la tour octogonale est reprise, comme vous voyez ici. Et ça fait vraiment cet effet pyramidal, avec un grand transept qui joue un rôle d'ailleurs dans la circulation des pèlerins, comme on va le voir. Voici ici le flanc nord de l'église. On voit qu'il y avait un grand massif à l'ouest qui restait inachevé. Il devait y avoir deux tours, c'est-à-dire une façade à deux tours, qu'on appelle façade harmonique, mais qui n'a pas été réalisée. Et effectivement, ce type de façade s'était développé largement à Saint-Étienne-de-Camp, mais on trouve ensuite, et même d'ailleurs à Conques. Hein. Donc, il était prévu deux grandes tours. Les sculptures ont été commencées, mais vous voyez que
l'édifice est un peu resté en plan dans la partie occidentale. Et là aussi, on voit bien que le transept déborde largement. Alors, sur le flanc sud, on a deux portes. Pourquoi privilégier ce flanc sud? Mais c'est normal. Au nord, vous aviez le cloître des chanoines et les bâtiments des chanoines, donc constituaient un ensemble fermé, alors qu'au sud, eh bien, c'est l'ouverture sur la ville. Et pas à l'ouest d'ailleurs, puisque la rue du Thor vient finalement là mettre en relation ce quartier du bourg Saint-Cernin avec donc la ville et en particulier d'ailleurs aussi les institutions qui commencent au milieu du XIIe siècle à s'implanter sur l'emplacement du Capitole actuel. Alors donc, cette porte des Comtes était privilégiée. Ajoutons à ça que dès le XIIIe siècle, la rue du Thor et tout ce quartier deviendront le quartier étudiant. La fondation de l'Université de Toulouse en 1229, c'est une conséquence du traité de Mauparis, c'est-à-dire que le rattachement à la France, en même temps, pour des raisons entre autres doctrinales, c'est-à-dire continuer d'extirper l'hérésie cathare, on fonde une université à Toulouse, elle se trouve là, dans tout ce quartier, vous aviez les collèges universitaires. J'aurais pu vous en parler, mais bon, la visite passe vite, je vois. Donc, avançons un peu, et vous avez par exemple une rue pargaminière, la rue des Parchemins, qui nous rappelle singulièrement le quartier latin parisien, où les étudiants parlaient latin. Vous avez en effet des collèges tout autour. Et donc, eh bien, ces ouvertures-là, évidemment, on est avant la naissance de l'Université de Toulouse, puisque là, on est à la fin du XIe siècle, le dernier tiers du XIe siècle, alors que c'est première moitié du XIIIe que s'établira l'institution universitaire. Mais elle s'établit dans un quartier qui se développe justement de ce côté-là. La porte des Comtes, c'est deux grands arcs, vous voyez, il n'y a pas de tympan, pas encore. Et donc, l'iconographie est illustrée sur les chapiteaux. Et vous voyez les chapiteaux à droite, deux anges montent un petit personnage en paradis. C'est celui qui est sur la gauche de la photo des chapiteaux. Et le chapiteau, le deuxième à droite, représente quelqu'un avec une table, là, en train de ripailler, et un pauvre hère avec un chien qui lui lèche les plaies. Vous aurez reconnu l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche qui est en train de se baffrer, pendant que Lazare aurait bien aimé manger les miettes tombant de la table et le chien lui léchait les plaies. Donc évidemment, très importante cette iconographie donc qui est une mise en garde contre la richesse. Et puis la porte Miègeville, avec une iconographie assez complexe, elle a été faite juste après, mais elle est donc aussi de la fin du XIe siècle. Et vous avez le tympan avec l'Ascension. Vous reconnaissez le Christ au centre, ce sont des grandes plaques de marbre. Dans un style d'ailleurs de la fin du XIe siècle, on a un nom sur l'autel qui est d'un style assez proche, ça ne veut pas dire que ce soit les mêmes mains, loin s'en faut, mais c'est le même style et sans doute il y a un atelier qui s'est formé peut-être sur plusieurs années ou décennies et qui a dégagé un style commun. Et ces figures étirées, très graphiques, le Christ est au centre, les anges sont sur les côtés, eh bien c'est l'ascension. Et sur le linteau, vous avez les apôtres qui regardent, voyez, qui lèvent la tête d'une façon tout à fait classique. Les chapiteaux complètent l'iconographie, et vous voyez tout à fait à gauche, au chapiteau de gauche, on voit un personnage avec une épée qui tient là la main sur un autre, enfin qui est à côté. C'est Abraham et Isaac, c'est le sacrifice, cette idée du sacrifice. Et puis sur la gauche, vous voyez qu'il y a deux grands personnages au niveau de l'arc de chaque côté. Eh bien, vous avez donc là, le personnage de droite est particulièrement important. Il y a Saint-Jacques à gauche qui rappelle justement le pèlerinage de Saint-Jacques, mais à droite, Saint-Pierre, avec en dessous Simon le magicien. Il est marqué, il y a l'inscription, et Simon le magicien, donc dans les Actes des Apôtres, faisait des miracles. En réalité, il s'élevait dans les airs, mais il était porté non pas par les anges, mais par des démons. Il avait instrumentalisé finalement le spirituel, le sacré, et c'est de Simon le magicien que dérive le nom de simonie, qui est le très grave péché dénoncé en cette seconde moitié du XIe siècle dans la réforme grégorienne. C'est-à-dire que l'Église
et en particulier, ça culmine avec le pape Grégoire VII qui a laissé son nom à la dite réforme, et l'Église, eh bien, veut donner une indépendance totale du religieux par rapport aux politiques, par rapport aux profanes. Donc, par exemple, les évêques ne doivent pas être nommés par les rois ou l'empereur, mais élus par le clergé, désignés par le pape. Vous voyez, ça doit rester dans le clergé, la simonie. C'est intéressant de voir cette représentation qui est vraiment mise en valeur à ce moment-là. Alors voilà, la nef, elle est très haute, elle est très grande, très vaste, avec un berceau porté par des doubleaux. Et sur les côtés, vous voyez qu'on a juste deux niveaux, c'est-à-dire les grandes arcades et un niveau de tribune. Et il n'y a pas de fenêtre haute au-dessus, parce que ainsi, pour conforter, on va dire, l'élévation considérable de la nef, et sur les côtés, on a donc des tribunes voûtées avec des demi-berceaux qui viennent épauler, finalement, si vous voulez, c'est comme des arcs-boutants intérieurs. Et ce n'est pas des arcs, c'est une voûte qui est à l'intérieur de la tribune et qui vient de chaque côté du berceau l'épauler, le contrebuter. Donc, c'est un jeu subtil qu'on retrouve à Conques. Ces élévations, elles sont, qui existaient à Saint-Martial de Limoges, qui est détruite, ces élévations sont communes dans ces édifices à reliques. On a même parlé d'édifices de pèlerinage. J'oubliais de vous dire d'ailleurs que le sanctuaire est classé patrimoine mondial UNESCO. Il est exceptionnel. Vous voyez les parties tournantes, le déambulatoire, la carole, comme on disait à l'époque, la ronde, et nous avons un cloisonnement des espaces qui correspond bien encore à ce XIe siècle. On le trouve, vous voyez, dans les années 1050-60, on le trouve en particulier à Conques et ici aussi. C'est un témoignage d'ancienneté, le cloisonnement des espaces qui tendent à s'ouvrir par la suite. Et le rond-point, la partie centrale avec le sanctuaire, vous voyez qu'on a placé dans le soubassement, vous le voyez là à droite, de magnifiques plaques avec un Christ en majesté, entouré de séraphins et d'un chérubin. Et ce Christ en majesté qui fait penser véritablement à une plaque d'évangéliaire, vous voyez, ces couvertures, par exemple, émaillées ou bien peintures, très graphique et toujours dans ce style, on va dire, proche de Bernard Gilduin de la table d'hôtel. Voici le bras du transept. Eh bien, oui, le bras du transept a un collatéral, le bas-côté se poursuit de chaque côté du bras et au fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça fait une circulation en continu, c'est-à-dire que quand vous prenez le collatéral de la nef, il y a d'ailleurs 5 nefs, il y a un collatéral extérieur qui se prolonge dans le transept, où là il y a un collatéral simple, et qui se poursuit dans le déambulatoire. En gros, c'est la circulation des pèlerins. Et au-dessus, la tribune, qui était dans la nef, se poursuit aussi dans le bras du transept. Reste de peinture tout à fait remarquable. Vous voyez à gauche, on reconnaît d'ailleurs en bas les saintes femmes au tombeau et au-dessus les figures de prophètes. Et sur les voûtes, on a aussi ces peintures, donc peintures du XIIe siècle, début XIIe, qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Elles ont été restaurées d'ailleurs l'année dernière. La table d'hôtel, j'ai mis 2 détails en dessous. Et sur la droite, vous voyez une inscription. Alors, ce n'est pas la table d'hôtel originale, c'est un moulage. Pourquoi? Parce que celle en marbre, elle sert toujours. On célèbre aujourd'hui l'Eucharistie sur cette même table d'hôtel qui avait d'ailleurs été consacrée lors du passage du pape en 1096. Donc, on connaît bien la date de cette table. On est vraiment à la fin du XIe siècle. Et vous voyez qu'en bas, il y a une inscription Bernardus Gelduinus, me fecit. Donc, Bernard Gilduin m'a fait. Changeons de monument, passons rapidement sur cette cathédrale mal aimée. Vous voyez qu'elle est complètement disparate. La partie occidentale, eh bien, il y a un petit bout de nef qui paraît tout petit et il y a un énorme chevet avec un transept. Et en effet, on avait une cathédrale donc avec une nef du début du XIIIe siècle qui est refaite dans ses parties orientales à la fin du XIIIe. Donc la nef raymondine qui est à l'ouest et à l'est
c'est l'évêque Bertrand de l'Île Jourdain qui, dans les années 1270, va lancer un chantier d'un grand chevet sur le même type d'ailleurs issu de la cathédrale de Clermont-Ferrand, un type proche de Narbonne, de Rodez, de Bordeaux, de Limoges. Ces édifices qui sont d'un style proche, qu'on a lié d'ailleurs pour certains à une famille de maîtres d'œuvre, Jean, famille des Deschamps. Jean Deschamps, c'était l'architecte de Clermont-Ferrand. Alors, vous voyez, cet effet vraiment bizarre. La nef Raymondine, cette courte nef basse à droite qui ouvre sur ce gigantesque espace. Donc oui, c'est très disparate, qui est décentré en plus. Décentré complètement. Pourquoi? On aurait dû la démolir. Et début du XIVe siècle, après l'achèvement, on va dire, du chevet, continuer et finir par refaire la nef et la façade, donc dans ce même style du gothique méridional. Mais non, on a là cette nef raymondine dont le gothique est assez proche d'ailleurs du gothique des ordres mendiants. Vous voyez l'intérieur, ça c'est le chevet avec chapelle du déambulatoire de cette construction. Et alors, bien sûr, si on parle des monuments médiévaux, il y en a plusieurs importants à Toulouse, il y a ce fameux couvent des Jacobins. En 1215, en effet, Saint-Dominique s'était implanté grâce à l'aide de l'évêque de Toulouse, Folke. Oh, c'est un rôle de personnage. C'est un ancien troubadour qui a eu un chagrin d'amour, qui est entré dans l'ordre cistercien, qui est devenu abbé du Toronnet et qui finit évêque de Toulouse. Et il va favoriser l'implantation de ce nouvel ordre des frères prêcheurs fondé par Dominique. Alors, en 1215, il y a un premier couvent qui se trouve d'ailleurs pas là, mais qui est plus justement vers la place Esquirol, dans ce coin. Et finalement, donc, il va être fixé sur cet emplacement. Plusieurs reconstructions aboutissent à la fin du XIIIe siècle, on va dire, à cette grande reconstruction d'un espace très original. Vous voyez le côté austère voulu par les frères prêcheurs, ce sont des mendiants, les ordres mendiants, donc ils veulent avoir, on va dire, là, une modestie dans la construction, mais il n'empêche que l'intérieur est extraordinaire. Et puis, il y a la tour qui a été refaite à la fin du XIIIe siècle, donc contemporaine de celle de Saint-Cernin. Alors voilà l'espace intérieur, deux nefs simplement, pour pouvoir mettre les frères d'un côté et les fidèles de l'autre, sur un pied d'égalité. Et du coup, l'autel se trouve aussi placé différemment. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose de tout à fait original comme disposition, pas forcément très pratique d'ailleurs, on n'aura pas tellement d'exemples de ce type-là. Et cette voûte, donc, qui est constituée à la fin du XIIIe siècle dans les reconstructions, qui se poursuivent donc dans les parties ouest, mais à l'est, donc on reprend. Et on va faire ces voûtes en palmier, vous voyez, donc qui donne cet aspect gracile extrêmement élevé, avec des ouvertures étroites finalement dans l'esthétique des frères prêcheurs. Regardez ici les voûtes, et à droite il y avait une installation avec des éclairages lumineux. Je trouve que j'étais à Toulouse encore il y a 3 semaines avec un circuit intermède, les Jacobins de Toulouse. C'était d'ailleurs très très bien, ça s'est très très bien passé, je vous rassure, on peut voyager sous Covid sans problème, on a tous pris les précautions. En France, c'est vraiment facile. Bon, ailleurs, c'est un peu plus compliqué, mais ben, profitez-en pour redécouvrir la France. J'ai plusieurs circuits d'ailleurs à Toulouse et on va toujours aux Jacobins, naturellement. Regardez l'effet extraordinaire produit par cette voûte. Hein. Et donc, c'est l'idée aussi d'avoir un espace unifié. Donc, des colonnes minces, les fidèles doivent participer. Les frères prêcheurs, leur idée, c'était ça, associer, faire participer. Parce que finalement, auparavant, on avait des cathédrales avec des jubés, des fidèles qui allaient à la messe une fois l'an, hein, puisque le concile de la 34 de 1215 avait dit qu'il fallait au moins communier une fois l'an, faire ses Pâques. Mais il y avait une exigence de la part des frères prêcheurs et des ordres mendiants de pastorale urbaine pour essayer d'amener en quelque sorte là à Dieu eh bien, ces nouvelles catégories urbaines, la bourgeoisie urbaine. Vous voyez ici le beau cloître en grande partie reconstitué, hein, enfin même complètement reconstitué. Vous avez le lycée Pierre de Fermat qui est à côté, on voit les bâtiments, mais l'espace est magnifique et finalement, bon, peu importe, certains chapiteaux ne proviennent sans doute pas de ce cloître, mais ils sont dans le style
effectivement, on a ce style végétal caractéristique. La salle capitulaire, vous voyez qu'il y avait un pianiste qui répétait d'ailleurs, hein, et c'est là où ont lieu les concerts, comme vous voyez. Et cet espace, c'est une très grande salle, et là, il y a un hôtel, c'est-à-dire qu'on pouvait célébrer aussi dans la salle capitulaire. Exceptionnelle, cette petite chapelle de l'évêque de Pamiers, la chapelle Saint-Antonin, qui a donc été, on va dire, financée au XIVe siècle par un dominicain qui avait été évêque de Pamiers et qui a donc fait cette chapelle pour servir de chapelle funéraire pour lui, pour les frères, des peintures remarquables qui ont été restaurées d'ailleurs récemment. Vous voyez ici avec des anges musiciens. Il faut aller voir sur place. Et puis il y a le musée des Augustins qui est dans l'ancien couvent des Augustins. Lui, il est encore en restauration. Ça fait 2 ans, donc ça va bientôt réouvrir. Il y a des collections extraordinaires, sculptures romanes, gothiques, peintures, même jusqu'au 19e siècle. Vous voyez le cloître, là, est l'ancienne église avec une tour du même type que celle de Saint-Cernin, que celle des Jacobins. Or, la salle capitulaire, immense espace aussi, et qui abrite la sculpture gothique. Vous avez là les sculptures du maître de Rieux, donc qui est un très très grand sculpteur du XIVe siècle, donc et qui a donc là fait par exemple ce Saint-Jacques. Donc c'est un type, c'est un style particulier qui a été analysé, sur lequel a travaillé Michel Pradalier, et vraiment donc quelque chose de tout à fait exceptionnel. À gauche, vous voyez un des chapiteaux de la Dorade, donc l'adoration de la croix, la présentation, la vénération, c'est le même type que Moissac. À la Dorade, en effet, on a des équipes qui ont dû travailler à Moissac. C'est d'ailleurs remarquable, c'est dans le bâtiment d'Arcy, le bâtiment du 19e siècle, on a un espace pour la sculpture romane où vous voyez les chapiteaux à hauteur d'homme. Alors, la grande étape, il faut que j'avance, c'est évidemment la fin du Moyen-Âge, l'enrichissement extraordinaire. Déjà, c'était une ville riche, mais au XVe, XVIe siècle, c'est le pastel des teinturiers, à ne pas confondre avec la technique du pastel, qu'on appelle aussi dans le Nord la guède. Vous savez que ça a fait la fortune d'une ville comme Amiens, par exemple. C'est un bleu qui provient de cette plante que vous voyez là, il y a une photo. Donc les feuilles, on va les récupérer, ce sont les feuilles qui constituent la teinture, et on va en faire des boules séchées qu'on appelle les cocagnes, d'où le nom du pays de Cocagne. Ça provient de la terminologie du pastel, et ça va faire des fortunes extraordinaires, c'était très très coûteux, jusqu'à ce que l'indigo finalement moins cher avec le développement de cette teinture, après la découverte du Nouveau Monde, eh bien, le temps a remplacé le pastel. Mais ce pastel, eh bien, c'est plus d'un siècle de prospérité à Toulouse. Et du coup, eh bien, ce sont ces riches marchands qui se font élever des hôtels, ces fameux hôtels toulousains exceptionnels. Voilà l'hôtel de Bernuy. Aujourd'hui, c'est le lycée Pierre de Fermat. Et l'hôtel de Bernuy du début du XVIe siècle, vous voyez Jean de Bernuy, la photo à droite, commerçant très très riche, un des plus riches, qui devient Capitoul d'ailleurs en 1533. C'est Capitoul qui était un haut niveau social et qui avait été fixé à 8, donc personnage important au départ pour une année, je vais vous en reparler. Et ça permettait même d'accéder à la noblesse, enfin surtout à partir d'Henri IV, clairement. Donc, vous voyez l'hôtel qui se fait construire, et sur la rue, l'entrée est gothique flamboyant. Et là, les pinacles au-dessus de la porte, le gable, le chou frisé, les fenêtres à meneaux, tout ce langage de la fin du Moyen Âge. Eh bien, la cour est Renaissance. Et vous voyez ici les galeries, un ensemble d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Un autre exemple, l'hôtel à César. À César, même chose, un riche marchand qui fait fortune dans le commerce du pastel. Et Bernuy était d'origine espagnole. Donc lui, il devient aussi Capitoul, voyez, en 52, en 62, Capitoul pour un an à chaque fois. Et l'hôtel qui se fait construire est entièrement Renaissance, puisqu'il est milieu du XVIe siècle. Nicolas Bachelier, c'est le grand architecte toulousain de la Renaissance. Vous voyez d'ailleurs l'utilisation des bossages. Il y a même des éléments déjà maniéristes dans la façon dont la porte est traitée, avec ces bossages, c'est-à-dire ces reliefs
des assises, des pierres. Et puis alors en même temps, on a aussi, vous voyez, la fenêtre à meneaux au-dessus, et vous avez un tympan triangulaire avec une frise à triglyphes et métope. Enfin, c'est un langage original, combiné. Et voilà cette cour, vous voyez, qui est vue là de la galerie et qui est exceptionnelle, donc cette harmonie avec bien sûr l'utilisation des ordres, donc superposition des ordres, là, tous ces éléments donc qui montrent, je dirais, un haut niveau architectural. Dans cet hôtel d'Acésa se trouve la fondation Bemberg. Et en effet, Georges Bemberg, qui était un Argentin, qui avait d'ailleurs des origines européennes, amateur d'art, eh bien, décide de prêter une collection remarquable. Voici une des salles où se trouve de la peinture vénitienne du XVIIIe siècle. On aperçoit Canaletto Guardi, ou bien ici dans cette galerie où vous voyez Cranach au premier plan. Donc un ensemble exceptionnel qui comprend aussi de la peinture moderne, et des Bonnards, entre autres. Enfin, pour terminer, donc cette petite promenade rapide, mais qui est un avant-goût, eh bien, le Capitole, évidemment, on termine par le Capitole. Derrière le Capitole, on a cette tour, la tour des archives, qu'on appelait aussi le donjon, qui datait de 1525, qui servait donc pour garder les archives des capitaux. Un mot sur les capitaux. Eh bien, c'est une commune. Vous savez, les communes, ce sont des organisations municipales unies par un serment dans un édifice commun, un hôtel de ville, avec une personnalité juridique, un sceau, voyez, une cloche, un certain nombre de symboles. Dès le XIe siècle, on avait des communes dans les Flandres, elles s'étaient développées au XIIe siècle. Dans le sud, ça sera plutôt des consulats, mais c'est la même chose, seul le nom varie, que ce soit des échevins, que ce soit des consuls, peu importe. Et ce mouvement communal s'est étendu dans tout l'Occident. C'est normal, comme les ordres mendiants, ils témoignent de l'essor des catégories urbaines, de la bourgeoisie urbaine qui veut désormais avoir une part importante dans la gestion de la ville. C'est aussi simple que ça. Et en général, il faut arracher ses droits aux pouvoirs seigneuriaux ou ecclésiastiques locaux. En l'occurrence, c'est le comte de Toulouse. Ici, c'est Alphonse Jourdain, 1147, qui était mis en difficulté, qui a besoin de l'appui de ses bourgeois et qui va concéder cette première organisation, on va dire, communale, donc c'est ce premier consulat. Et ensuite, eh bien, d'autres avantages vont suivre, d'autant plus que le grand problème du comte de Toulouse à ce moment-là, c'est le duc d'Aquitaine. Ben oui, qui est duchesse d'Aquitaine à Aliénor? Qui a-t-elle épousé en seconde noces? Henri II, voyez, le roi d'Angleterre. Et donc, pour le Toulousain, c'est assez problématique. Et donc, du coup, eh bien, la bourgeoisie en a profité pour obtenir de véritables droits sur la ville. Et le nombre de capitouls, on parlera de capitouls un peu plus tard, hein, à partir du XIVe siècle, on trouve ce nom, Capitole, Capitoul, et bon, peu importe l'origine, elle est discutée. Et finalement, le nombre varie, mais on est souvent entre une douzaine, à un moment il y en a eu plus, mais ça va se fixer à 8. Et ce sont des personnages très importants à Toulouse. Donc le siège de cette institution est reconstruit plusieurs fois. Le plus ancien bâtiment, c'est cette tour de 1525, restaurée par Viollet-le-Duc. D'ailleurs, vous aurez compris, il n'a pas de Viollet-le-Duc avec la petite flèche là qui utilise la fonte, etc., un peu sur les types des flèches de la Sainte-Chapelle ou de Notre-Dame, en plus modeste. La flèche de Notre-Dame dont on ne parle plus, malheureusement. Et puis, c'est les tourelles, enfin, il a repris le haut, c'est assez clair. Hein. Alors, la façade du Capitole, le Capitole a été refait une dernière fois au XVIIIe siècle. Guillaume Camas, grand architecte toulousain, a fait des plans pour cette façade sous Louis XV dans les années 1750-60, qui utilise à la fois la brique et la pierre calcaire avec une harmonie et qui intègre un bâtiment qui avait été fait peu avant, toujours par le même Guillaume Camas, qui était la salle de spectacle des Capitaux. En effet, vous avez donc le théâtre du Capitole, salle du jeu de spectacle, qui avait été fait en 1736. Vous voyez, c'est ce qui constitue le pavillon de droite de la façade.
Et donc, le voici ici, avec d'ailleurs la scène dans une photo ancienne qui avait été modifiée après 1917. En 1818, on réaménage complètement l'intérieur, et en 1917, à nouveau, donc, mais l'extérieur, vraiment impressionnant. Et au XVIIIe siècle, c'était considéré comme la plus belle salle donc, de spectacle, d'opéra du royaume de France. La cour Henri IV, cette cour est du XVIIe siècle, du début du XVIIe, donc sous Henri IV, 1602-1607, Pierre Souffron a dessiné cette cour. Il y a d'ailleurs les blasons, les emblèmes des capitouls. Et ce portail Renaissance de Nicolas Bachelier a été conservé sur le fond. C'est l'arc que vous voyez là, un arc vraiment du type de l'arc romain. Et il est surmonté d'une statue d'Henri IV de Thomas Hurtama qui date de 1607, c'est-à-dire que c'est finalement exceptionnel parce que fait du vivant d'Henri IV. Je rappelle qu'il a été assassiné en 1610. Vous voyez cette belle statue qu'on voit sur la droite. Et puis, bien sûr, il a fallu réaménager au XIXe siècle. Par exemple, la salle des mariages, la salle Gervais, le peintre Paul Gervais, avec ses allégories de l'amour, on peut visiter, c'est la mairie. Donc, on visite à l'intérieur ces bâtiments. Bon, actuellement, mais c'est ouvert. Si, quand je suis passé, c'était ouvert. Donc, ils la maintiennent ouvert, même malgré les circonstances sanitaires actuelles. Vous voyez ici l'allégorie de l'amour à 20 ans à droite, ce style, toutes ces fleurs magnifiques, et la très célèbre l'illustre salle des illustres de 1892, où de nombreux peintres toulousains avaient participé. Et donc, ça a été en quelque sorte un symbole. Donc bon, je ne vous les citerai pas tous, peu importe, Laurence, Henri Martin, etc. Et voilà, nous quittons Toulouse sur cette place du Capitole avec ce bel éclairage. Bien sûr, on aurait pu parler aussi de la Toulouse contemporaine, de la Toulouse aussi d'Airbus, d'Ariane, mais aussi de la Toulouse des réaménagements donc des abattoirs, musées contemporains, d'art contemporain. La vie culturelle est assez exceptionnelle aussi, mais enfin, je m'en suis tenu plutôt à, je dirais, quelques grandes étapes pour vous donner ce regard et puis cette envie de revenir dans cette ville. C'est bien facile d'y aller et j'espère qu'on y viendra un jour, qu'on s'y retrouvera ensemble pour parcourir ces monuments exceptionnels. Et d'ailleurs, donc, n'hésitez pas à demander pour les circuits en particulier, sur Toulouse, mais aussi sur d'autres. J'ai des journées autour de Paris. Pour les Parisiens, on fait des journées, vous savez, il y a très peu de choix pour les voyages aujourd'hui. Et oui, on ne peut plus partir à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, et même en Europe, ça pose problème. Eh bien, redécouvrons la France ensemble. Et une petite journée ou bien un petit circuit, je sais pas, en Bourgogne le 10, par exemple. Voilà, quelques occasions ou des journées comme journée à Soissons, journée à Saint-Denis, à Chaly, journée à Beauvais, à Saint-Germain-de-Fly, journée à Reims, journée à Chartres, naturellement, journée à Provins. Voilà quelques journées qu'on peut faire ensemble dans les 2 mois qui vont suivre et qui constituent une petite respiration en quelque sorte, ou partir ensemble en Bourgogne du 10 au 14. Vous voyez ici le pays de cocaïne, Toulouse, Albi, Montauban. Je ferai ce circuit en mars. Vous avez Geneviève aussi, Geneviève Tournemont, qui en fait, qui est toulousaine. Donc, vous voyez l'escapade d'Éric à Toulouse aussi, c'est-à-dire qu'on fait un opéra. Je l'ai fait d'ailleurs l'an dernier et je pense que je vais essayer de le refaire. Donc voilà quelques occasions de partir à Toulouse. Et puis, nos conférences, parce que effectivement c'est un merveilleux moyen pour communiquer, pour garder le contact ensemble et puis pour vous permettre un petit peu de rêver, de sortir du quotidien. Eh bien, vous voyez ici, Naples et la côte amalfitaine, c'est Laurent Abri qui connaît remarquablement et qui est un excellent conférencier, très sympathique. Naples et la côte amalfitaine, l'art déco au Pays Basque par Patrick Faucheur, qui est un architecte, qui a des connaissances extrêmement solides et qui en même temps donc vous amènera sur ce côté
moins connu. L'Art déco, vous savez, on le connaît plus, on va dire, du côté de la Catalogne, par exemple, mais le découvrir au Pays Basque, c'est aussi un très, très beau moment. Et puis, ben, on n'ira pas en Chine tout de suite, mais le mercredi 30 septembre, le Yunnan, la route du sel et du thé, par Christiane Marchais, ben, vous voyez, c'est aussi, on va dire, le moyen de se préparer quand tout cela sera derrière nous et que, eh bien, la Chine elle se réouvrira. Elle s'est déjà éveillée depuis longtemps quand la Chine s'éveillera, mais quand la Chine se réouvrira. Voilà, donc, eh bien, n'hésitez pas à vous adresser au conseiller d'intermède. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez aussi. Puis je mettrai probablement quelques photos sur mon site, c'est facile, soulard.paris. Vous trouvez un lien pour m'écrire et je vais essayer de le réanimer. J'ai pas eu beaucoup de temps ces temps-ci. Je suis parti, j'ai fait pas mal de circuits, mais je vais essayer de lui redonner un peu vie, de remettre quelques petites choses. Donc, Soulard, soulard.paris. Voilà, voilà. Et puis, donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.